Bonjour à toutes et à tous, on est le mercredi 16 mars, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres de ce journal avec Lucas Nico. Bonjour, à la une de cette édition, Manuel Valls face à la loi travail. Le Premier ministre s'est exprimé aux 20h de France 2 hier, vous l'entendrez en ce début de journal. Le Petit Cambodge rouvre ses portes ce soir. Le restaurant ciblé par l'une des attaques terroristes accueille ses premiers clients depuis le 13 novembre dernier. Lucas Vibo sera sur place. La crue de la Seine, Paris se prépare au pire avec des exercices de prévention destinés au grand public. À la fin de ce journal, l'interview de la rédaction, le journaliste Patrick Cohen sera notre invité. Hier soir donc, Manuel Valls était l'invité du journal de France 2 pour y défendre le nouveau projet de loi, la loi travail. Et face à la polémique, le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de faire passer la loi, mais il reconnaît tout de même un manque de dialogue. Retour sur la soirée avec Annabelle Guilloret. Manuel Valls affirme sa volonté de mener la loi travail jusqu'au bout, malgré les manifestations et les polémiques. Le Premier ministre a un objectif bien précis. C'est de privilégier le dialogue social et la négociation au plus près des chefs d'entreprise et des salariés, c'est-à-dire dans l'entreprise. En pleine tempête médiatique, Manuel Valls reconnaît aussi ses erreurs. Mais il y a eu des ratés, et je les assume. Le Premier ministre campe sur ses positions. Le Parlement va faire son travail, mais les grands équilibres du texte tels que nous les avons trouvés, c'est-à-dire le dialogue social, la possibilité de lever les barrières... Il n'y aura pas de nouveau recul, même s'il y a des manifestations. Mais, David Pujadas, soit c'est l'entêtement, soit c'est le recul, et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Le gouvernement souhaite à tout prix promulguer la loi avant l'été. Ce n'est pour l'instant qu'un projet et pourtant la loi El Khomri fait déjà beaucoup de bruit. Et face aux propositions de la ministre du Travail, de nombreux étudiants et lycéens s'étaient donné rendez-vous dans les rues de Paris pour contester le texte. Mais alors quelles sont leurs revendications? C'est un sujet de Yévi Goujra et Tristan Telfouche. Samedi, place de la République. Ils sont quelques centaines à se rassembler contre la loi El Khomri. Bien moins nombreux que mercredi, les jeunes font tout de même entendre leur voix. Parmi eux, la FAGE, syndicat étudiant déterminé à discuter le projet. Concrètement, actuellement, on est dans une impasse, avec d'un côté un projet de loi qui n'est pas acceptable, et de l'autre, la jeunesse qui, depuis une semaine, a envoyé un message quand même très clair au gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser nos parcours? Une angoisse, mais aussi un message fort pour le gouvernement. Si vous faites bouger ce projet de loi, si vous créez un droit universel à la formation, si vous faites de la garantie jeune un droit, effectivement, les jeunes, ils vivront mieux en 2017 qu'en 2012. Monsieur le Président de la République, la balle, elle est dans votre camp. Merci. Une demande entendue. Lundi, la FAGE s'est déclarée satisfaite des annonces de Manuel Valls. Mais ce mardi, à la Sorbonne, c'est un tout autre écho qui résonne. C'est très important que cette Assemblée Générale elle puisse préparer au mieux. Pendant 3 heures, des étudiants de diverses organisations syndicales et politiques descendent le projet en flammes. Nouvel aménagement du temps de travail, facilité de licenciement, rien ne leur convient, pas même les dernières modifications jugées insuffisantes. Je veux dire, les apprentis ne seront pas davantage précarisés, mais ils sont déjà précaires, et ça suffit. Je considère que la FAGE et la CFDT aujourd'hui, elles se contentent de miettes. Aujourd'hui, le gouvernement il nous fait 2 petites concessions sur quelques mesures du texte. Il y a énormément d'autres mesures scandaleuses dans ce texte qui restent et sur lesquelles la FAGE et la CFDT abandonnent complètement la lutte. Prochain épisode le 17 mars. Les principaux syndicats étudiants se mobiliseront place de la République. Et puisqu'on parle de la loi travail, Dorian Droulez nous a rejoint sur le plateau pour nous expliquer exactement ce qu'est cette loi El Khomri et ce qui va changer. Bonjour Dorian. Bonjour, et oui effectivement on ne cesse de parler de cette loi travail, mais si vous voulez savoir ce qu'elle comporte, il faudra lire les 131 pages du projet de loi. Bon, vous avez de la chance, je l'ai fait pour vous, et voici les principaux changements. Bien sûr, le sujet épineux des 35 heures, il y a aussi le licenciement, en passant par les heures supplémentaires. Pour les 35 heures par exemple, savez-vous qu'un salarié jusqu'à présent pouvait travailler jusqu'à 44 heures maximum en moyenne par semaine, et ce sur 3 mois. Avec la loi El Khomri, désormais, il pourra travailler jusqu'à 46 heures, mais cette fois-ci sur 4 mois. Bon, pas de panique, les 35 heures restent la durée légale du travail. Ce sera donc le seuil au-delà duquel vous serez payé en heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, tiens, par exemple, savez-vous de combien est la majoration pour une heure supplémentaire? Absolument pas. Pas du tout. Eh bien, ça dépend du secteur, car jusqu'à présent, c'était fixé par branche. Par exemple, prenons celui de la métallurgie. Une heure supplémentaire est payée 25% de plus, et toutes les entreprises de la branche doivent s'y plier dorénavant, et c'est le cœur de la réforme, c'est l'accord d'entreprise qui prend le dessus sur l'accord de branche. Du coup, le seul seuil, c'est celui fixé par la loi, qui est seulement de 10%. Et maintenant, le dernier point, le plus sensible, celui des indemnités de licenciement. À la base, on voulait favoriser les embauches en CDI en donnant directement au patron le montant maximum à payer en cas de licenciement, et ce sous forme de plafond, de barème plafond, excusez-moi. Et bien désormais,
c'est tout autre chose, c'est bien le juge qui va décider des indemnités et il pourra toujours utiliser ce plafond, ce barème plafond, mais seulement s'il le souhaite cette fois-ci. Du coup, première marche arrière pour Manuel Valls. Le tout est de savoir, Lucas et Julie, si ce sera la dernière. De toute façon, il devra présenter ce projet de loi au Conseil des ministres et c'est le 24 mars prochain. Merci Dorian. Et l'actualité, c'est aussi à l'étranger, plus précisément en Belgique. Des policiers français tués à Bruxelles. Des coups de feu ont été tirés dans le cadre d'une perquisition dans l'enquête des attentats de Paris. Les tireurs présumés sont toujours en fuite. La police belge a annoncé que la perquisition n'était pas liée à la traque de Salah Abdeslam, mais était plutôt liée à l'entourage des 11 personnes perquisitionnées. Vous l'avez évoqué, Julie, et justement 4 mois après les attentats du 13 novembre, le restaurant Le Petit Cambodge, qui avait été pris pour cible dans le 10e arrondissement de Paris, rouvre ses portes ce soir. Lucas Vibo et Arthur Vasquez se sont rendus dans la journée dans le quartier pour voir autour du restaurant comment les gens reprennent leurs habitudes de vie. Pour la première fois depuis les attaques du 13 novembre, le rideau métallique du restaurant Le Petit Cambodge se rouvre. C'était un jour très spécial. Donc maintenant la vie reprend. Le carillon a déjà ouvert ses portes et ça fait plaisir de voir les gens retourner prendre un café, sortir de l'école, reprendre le lit. Et donc la vie continue. Merci beaucoup. Une réouverture chargée en émotions, la gérante voulait un service intimiste. En salle, rien n'a changé, seule une mosaïque au mur rappelle la tragédie. Un hommage sobre et discret aux victimes. De l'autre côté de la rue, au Carillon, là non plus rien n'a changé. Ouvert début janvier, tout est là à sa place. Même esprit, même décoration, seuls quelques impacts de balles sur le comptoir rappellent la violence de l'attaque. Moi je préfère venir ici, mais je le vois pas, ça n'a pas été une volonté de refaire démarrer le commerce ou quoi que ce soit. C'est un truc tout à fait naturel et normal. Du côté de la rue Bichat, les plaies sont pansées. Le quartier retrouve peu à peu insouciance et tranquillité. Les établissements La Bonne Bière et la Casa Nostra, situés une rue plus loin, ont eux rouvert depuis 2 mois déjà. Bref, un retour à la vie pour un quartier frappé en plein cœur. On retrouve Lucas Vibo en direct avec nous, rue Alibert, à quelques mètres du restaurant Le Petit Cambodge. Alors Lucas, première question, comment s'est passée la conférence de presse à laquelle vous avez assisté ? Alors la conférence de presse vient de se terminer. La gérante de l'établissement, Kirita Galois, son mari ainsi que son associé se sont présentés devant les journalistes. L'échange a duré une dizaine de minutes. On a senti la gérante plein d'émotions. Les mots ont été difficiles. Et voilà, beaucoup d'émotions pour la réouverture de ce restaurant 4 mois après ces événements tragiques. Le Petit Cambodge est donc le dernier établissement à rouvrir ses portes ce soir. Est-ce qu'on attend justement du monde pour cette ouverture et est-ce que les habitants du quartier ont répondu présent ? Alors oui, à peine la conférence de presse terminée, les premiers clients ont commencé à arriver. Voilà, il faut savoir que cette salle est très petite, la salle derrière moi est très petite, il y a 36 couverts, donc on attend une salle pleine ce soir. Kirita Galois, la gérante de l'établissement, a précisé en conférence de presse qu'ils avaient très peu communiqué sur cet événement pour justement conserver cette atmosphère intimiste. Voilà, ils voulaient que ce soir, cette soirée soit dédiée aux proches, à la famille. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont interdit toute la journée aux journalistes de filmer à l'intérieur, de rentrer à l'intérieur. Ils voulaient vraiment conserver ce côté intimiste, c'était très important pour eux. Merci Lucas Vibo. Politique à présent, Julie. Oui, et plus particulièrement les primaires de droite, de plus en plus difficiles à suivre avec autant de politiques qui déposent leur candidature un à un. Olivia Doré, vous êtes là pour nous donner plus de précisions. Alors pour commencer, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous est capable de me dire le nombre exact de candidats pour ces primaires. Moi, je dirais 6. 7, non ? Eh bien, vous êtes tout proche. En fait, il s'agit de 8 candidats présents pour ces primaires en 2016. Alors, ils vont s'afficher ici tout de suite sur l'écran. Ces 8 candidats. Vous allez le voir, voilà, on les voit, c'est Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé et tous les autres que vous pouvez voir sur l'écran. Alors quant à Nicolas Sarkozy, il n'est pas encore candidat, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il se fait un petit peu désirer. Normalement, il se présentera dans les alentours du mois de septembre. Alors maintenant, je vais vous faire une petite présentation de ces candidats. Nous avons déjà des favoris qu'on peut désigner comme les poids lourds de ces primaires. Alors, je pense à Nicolas Sarkozy, vous allez pouvoir le voir, voilà, avec l'éternel Alain Juppé et François Fillon.
Nous avons aussi des challengers. Alors, il y a Bruno Le Maire, le tout premier en fait à s'être présenté pour ses primaires, mais aussi Nathalie Kosciusko-Morizet. Et enfin, nous avons des candidats qui se présentent tout simplement pour exister. Alors là, je parle de Jean-François Copé, de Nadine Morano, d'Hervé Mariton, mais aussi un ancien proche de Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre. Alors maintenant, la question que nous nous posons, c'est pourquoi sont-ils aussi nombreux à se présenter? Eh bien, c'est un scénario déjà connu. En fait, on l'a vécu en 2011 avec les primaires du PS. Ils étaient 6 candidats. Alors pourquoi certains candidats se présentent alors qu'ils savent très bien au fond d'eux qu'ils ne vont pas les gagner? Eh bien, c'est simple, ils s'inspirent du modèle Valls. Manuel Valls, vous vous en rappelez peut-être, mais en 2011, il avait récolté 5,7% des voix aux primaires de 2011. Et aujourd'hui, c'est un secret pour personne, il est Premier ministre. Alors voilà, c'est les raisons pour lesquelles certains candidats se présentent. C'est si la droite arrive au pouvoir, eh bien, ils auront peut-être un poste au gouvernement. D'ici là, rien n'est fait. Le premier tour se fera le 9 septembre et certains candidats risquent peut-être de retirer leur candidature, tout simplement par un manque de signatures. Merci Olivia. Voilà, et si les primaires françaises n'ont pas encore débuté, les primaires américaines, elles, sont en pleine ébullition. En date le dernier meeting du candidat républicain Donald Trump. Hier soir, il a été une nouvelle fois perturbé par des manifestants militants antiracistes à Chicago. Des incidents qui ont provoqué l'annulation du meeting. Et à tout juste 20 ans, ils se lancent dans la vie politique. Oui, ils sont chez les socialistes, chez les républicains ou même au Front National. Et ils n'hésitent pas pourtant à prendre des initiatives. C'était le cas à l'occasion de la réforme du travail. Ils se sont mobilisés et Geoffrey Bevilacqua et Hugo Frances les ont rencontrés. 2000 mouchoirs pour protester contre la loi El Khomri. C'est l'opération menée hier par les jeunes militants du Front National. Ils se sont donné rendez-vous devant le ministère du Travail lundi midi. Un but, dire non aux salariés Kleenex. Voici Manon. Manon est militante depuis 1 an et l'engagement est nécessaire à ses yeux. Montrer qu'on prend notre destin en main. Oui. Et si nous on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Alors, veut dire nous on construit l'avenir. C'est pas nos parents qui le feront. C'est les jeunes qui font la révolution. Si Manon s'engage, elle n'est pas la seule. Adhérent depuis 5 ans, Gaëtan compte bien faire bouger les choses. On est en train de revoir complètement le fonctionnement de la société, le fonctionnement des entreprises et du travail au sein de la société. Et donc c'est un véritable choix qui se fait sur l'avenir. Donc c'est pour cela qu'il faut impérativement que l'on s'y oppose aujourd'hui de manière la plus ferme et qu'on fasse tous pour que ce projet de loi ne soit pas mis en œuvre, en espérant que là où ils nous écouteront. Sur les 50 000 adhérents du Front National aujourd'hui, près de 30% d'entre eux ont moins de 30 ans. Dans le même temps, réunis dans un bar du 10e arrondissement de Paris, plusieurs organisations étudiantes et politiques donnent une conférence de presse. L'objectif est clair, exiger le retrait du projet de loi travail. Imen réclame donc du changement. Elle invite les jeunes à agir. Un système politique en France qui fait que, effectivement, c'est souvent des hommes blancs, avec un profil toujours assez atypique et qui ont vocation à perdurer dans le temps politique. Aujourd'hui, François Hollande a pris une mesure, c'est le non-cumul des mandats, qui va participer de fait au renouvellement de la classe politique. Donc je crois que quand on est jeune, c'est le moment de s'engager. Au Parti socialiste et chez les Républicains, 9% des adhérents ont moins de 24 ans en 2016. L'Île-de-France face à un scénario catastrophe, celui de la crue de la Seine. Ce week-end, la préfecture de police a mené des exercices de prévention qui concernaient le grand public, et ce dans toute l'Île-de-France. Un reportage de Camille Natier et Jessie Bailly. Opération sauvetage, port de Gennevilliers. La montée des eaux a tout emporté, des centaines de pompiers sont mobilisés. C'est bon. 2, 3. Ils sont en train d'évacuer une victime qui est bloquée dans un arbre. L'objectif étant en fait de la sortir de l'arbre sur un plan dur de façon à ne pas la bouger. Donc ils vont faire le maximum pour l'immobiliser et ensuite l'évacuer. Les chiens sont prêts à intervenir. Tout est fait pour que les conditions de l'exercice soient plus vraies que nature. Objectif, retrouver les 17 victimes fictives ensevelies. Un travail de recherche qui prendra plusieurs heures. Ici on est à cet endroit-là, c'est pour la victime numéro 14, qui est en haut de l'amas de remblai. Protégées par des buses, les fausses victimes sont munies de radio et de nourriture. La priorité pour les équipes, faire en sorte que le danger fictif ne devienne pas réel. Après les exercices de terrain, place aux actions de communication. Champ de Mars. Une opération est lancée par la préfecture de police. Le but, sensibiliser le citoyen au risque de crue en Île-de-France. On nous explique comment réagir de façon très pratique face à une inondation. Je pensais que depuis le temps, les progrès techniques, on pouvait éviter ce genre de choses. Des crues, des débordements avec les bassins ou tout ce qui existe, apparemment non. Au moins ça sensibilise les gens et ça leur permet de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont mobilisés pour la chose. Et si la zone de défense de Paris se prépare, c'est parce que 100 ans plus tôt, la Seine avait déjà inondé la capitale. Face à la montée des eaux dans le monde, le fleuve pourrait bien connaître un nouveau débordement.
Et l'examen du code de la route, ça vous rappelle de bons souvenirs, Lucas? Ah, pas du tout, non. Eh bien, ça va être de plus en plus compliqué parce que pour la première fois depuis 18 ans, le code de la route se modernise. Alors, au programme, de nouvelles questions sur le comportement du conducteur face à des accidents. Mais aussi, Julie, des questions liées à l'éco-citoyenneté et les nouvelles technologies, une réforme qui ne fait pas l'unanimité. Un sujet de Marine Couder et Nassim Gomri. C'est dans 2 mois que la réforme du code de la route sera effective. Au programme, de nouvelles questions. Pourtant, certains automobilistes ne connaissent toujours pas les réponses. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ces questions? Alors, pour être en conformité avec la réglementation, ma voiture ne doit pas émettre un bruit supérieur à... Je dirais 90. Je peux conduire en utilisant un casque pour écouter de la musique? Non. Parmi les nouveautés de la réforme, le nombre de questions potentielles à l'examen qui passe de 700 à 1000. Pour l'association 40 millions d'automobilistes, il était nécessaire de modifier le code de la route. Le côté plutôt intéressant, c'est qu'avant, on avait des questions qui étaient figées, avec une image qui était parfois pas très bonne, et qui laissait beaucoup de place à la subjectivité, à l'ambiguïté. Ça, normalement, ça devrait être fini, puisque maintenant, on a des questions qui sont sous forme de vidéo. Donc c'est plus dynamique, c'est un petit peu plus fluide, ça élimine certaines ambiguïtés. Je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Autre modification au programme, le coût de la présentation à l'examen qui passe de 400 à 30 € en s'inscrivant sur Internet. Un manque à gagner pour les auto-écoles, pas toujours prêtes à accueillir cette nouvelle version du code. On n'a pas reçu encore les questions, on sait qu'il y a un changement de loi qui va passer pour la partie code, mais là pour le moment tout ce qui est DVD, pour les inscriptions, tout ça, donc on n'est pas au courant, donc on ne sait pas comment ça va se passer. La loi devrait être appliquée le 2 mai 2016. Rappelons que chaque année, 1 400 000 candidats passent l'épreuve du code de la route. Question 3. Les invendus de fruits et de légumes du marché de Rungis ont peut-être trouvé leur place dans une cantine alternative, Frigan Pony. Ouverte depuis novembre 2015, sous le périphérique de la Villette, l'initiative vise à sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire. Un reportage de Paul Pillet et Johanna Guerra. Comme d'autres restaurateurs, Valentin vient s'approvisionner à Rungis. À une différence près, pour lui c'est gratuit, il récupère les invendus. Je sais pas trop ce qu'on a à la maison là. Je sais qu'on a beaucoup de poireaux, on a encore des pommes de terre, des oignons, on n'a pas grand chose quoi. Au bout d'1 heure, il trouve enfin son bonheur chez Hervé, un producteur de fruits et légumes bio. Au total, il repartira avec une dizaine de cagettes de poires. Elles sont pas timides, hein. Si, ils sont pas timides, on va... Tu en prends de la poire. Tu fais des tartelettes avec ça. Après Rungis, direction les étagères du squat Frigan Pony, où la cuisinière n'aura qu'à se servir. Ah, par contre, elles sont vraiment à manger tout de suite, tu vois. Ce que j'ai remarqué, elles sont déjà... Une cuisinière par ailleurs chef étoilé présente une fois par semaine, tous les lundis payés seulement 10 € de l'heure. À son menu de nourriture dite frigan, un mélange entre free, gratuit, et vegan, une cuisine végétarienne. Burger en veggie avec de lentilles, avec une purée de pommes de terre, sauce tomate. Et pour le dessert, on va faire le poivre avec une sauce caramel et le fromage. Une nourriture atypique pour un lieu qui l'est tout autant, un squat digne de ce nom, comme le gérant de l'établissement est habitué à les fréquenter. Pourquoi le nom du Frigan Pony? Tout simplement parce que le restaurant Frigan, pour commencer, et qu'à l'époque, on venait de quitter un squat qui s'appelait le Pony Club, et on voulait que les gens comprennent qu'il y avait une certaine continuité. Un établissement tenu tout en inégalité, sans aucune licence et fonctionnant principalement avec des membres bénévoles. Un restaurant qui attire pourtant près de 80 clients 4 fois par semaine. Je vais voir un petit article dessus, sur Facebook, qui nous en parlait. Mais c'était au tout début, je crois que c'était ouvert depuis 2 mois. Et puis au fur et à mesure, j'ai voulu y emmener ma mère parce que c'est un peu son délire. Et les places sont parties trop vite, donc j'ai décidé de prendre ma revanche. Et pour l'addition, liberté totale pour les clients, ils donnent ce qu'ils veulent, tout juste de quoi faire vivre le Frigan Pony. Voilà, et ces pesticides qui ne ravissent pas non plus les apiculteurs, ils étaient une trentaine d'entre eux à manifester ce matin devant l'Assemblée nationale. Ils réclament entre autres le retrait d'une substance responsable du taux de mortalité élevé chez les abeilles. Un reportage de Léa Koenigswerter et de Florian Ours. Les apiculteurs interpellent les députés sur les dangers des néonicotinoïdes. Ils tentent de faire interdire ces insecticides. Depuis l'arrivée de cette substance, la mortalité des abeilles a grimpé de 80%. Non, nous ne laisserons pas les grands groupes financiers, les grands groupes pétroliers, les grands groupes de la chimie porter atteinte à la biodiversité avec les néonicotinoïdes.
Le projet de loi sur la biodiversité doit encore être examiné par le Sénat. La décision sera rendue jeudi. Si, comme Cécile Duflot, certains députés sont favorables à cette loi, d'autres s'y opposent. Il y a la présence des lobbies très puissants. Il y a aussi un aspect un peu réactionnaire où on considère qu'on ne sait pas faire autrement, que ce serait trop compliqué, ou peut-être un peu de légèreté en disant que voilà, c'est pas grave, s'il n'y a plus d'abeilles, on fera autrement, alors qu'on sait très bien que c'est un danger fondamental sur l'avenir de l'humanité, tout simplement. Utilisés pour traiter les graines, les néonicotinoïdes polluent les sols et bouleversent l'écosystème. Les enjeux sont énormes. Au-delà de la protection des espèces et de la biodiversité, ce sont la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs qui sont en jeu. Ces produits agissent sur le système nerveux des abeilles. Elles sont alors déboussolées et ne retrouvent plus le chemin de la ruche. Pour Dominique Sénat, apiculteur en Île-de-France, les impacts sont multiples. Le néonicotinoïde est à l'origine de la perte de 35% de ces abeilles au printemps dernier. On a une remontée des maladies et des parasites au niveau de la ruche et ça laisse la part belle au labo de la chimie qui nous disent c'est pas nos produits qui tuent vos abeilles, ce sont varroa et maladies. Sauf que, je vous dis, dès qu'on élimine ce paramètre pesticide, ça va beaucoup mieux. Il y a 20 ans, avant l'adoption de cette loi, le taux de mortalité des abeilles avoisinait les 5% contre 80% aujourd'hui dans certaines régions de France. On passe au sport. Le PSG déjà champion de France dans l'attente d'un tirage au sort favorable pour la Ligue des Champions. Le crunch et de la Formule 1, c'est le JT Sport avec Geoffrey Bevilacqua, Hugo Frances et Dorian Droulez. La fête sur le terrain de Troyes. À la journée de la fin, le PSG est déjà assuré de remporter son 4e titre de champion de France consécutif, de 6e dans son histoire. La fête dans les vestiaires bat son plein et continue même sur le terrain d'entraînement. Mais le Paris Saint-Germain ne s'endort pas pour autant. Il est déjà tourné vers le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce vendredi à midi, avec l'espoir d'éviter les ogres madrilènes, munichois et barcelonais. La France rend les armes contre l'Écosse. Défait 29-18 le week-end dernier, le 15 de France n'a plus aucune chance de remporter le tournoi des 6 nations de rugby. Cela fait depuis 2010 que nos rugbymen n'ont pas remporté ce tournoi. Pourtant, Rabah Slimani et ses coéquipiers ont repris le chemin de la salle de musculation et de l'entraînement. Samedi à 21h, les Français affrontent le 15 de la Rose. Objectif, vaincre des Anglais déterminés et ainsi les priver d'un grand chelem historique. Cette bonne guerre entre les deux meilleurs ennemis du rugby. Les moteurs rugissent à nouveau. La saison de Formule 1 reprend ses droits ce week-end à Melbourne pour le premier Grand Prix de l'année. Mais avant toute chose, les essais. Les tours de piste s'enchaînent pour les pilotes qui reprennent leur marque sur le circuit. Double champion en titre, Lewis Hamilton est le grand favori de cette saison 2016-2017. Mais il faudra également compter sur Nico Rosberg de son coéquipier chez Mercedes. Sans oublier le quadruple champion du monde Sébastien Vettel, le pilote Ferrari. Dans sa nouvelle équipe As, on suivra tout particulièrement le français Romain Grosjean qui espère enfin remporter son premier Grand Prix. Panis Barthès Compétition, c'est peut-être désormais l'équipe qu'il va falloir suivre pour ces prochaines 24 heures du Mans. Olivier Panis et Fabien Barthès, ces deux grands noms du sport français, s'associent pour mettre en avant de jeunes pilotes. C'est sur le circuit de Magny-Cours que les premiers essais ont eu lieu. Retour sur cette journée avec Nils Bernardet et Antoine Guimbert. C'est de nuit que les essais ont débuté et se sont poursuivis toute la journée, avec un but pour l'équipe d'Olivier Panis et de Fabien Barthès, se concentrer sur la mise en avant de jeunes talents. L'ADN du team au départ, c'était quand même la formation des jeunes, parce que moi les jeunes ça me plaît depuis longtemps. Moi j'ai eu ma chance, donc j'aimerais arriver à donner une chance à des jeunes. Olivier Panis, dernier vainqueur français d'un Grand Prix de Formule 1 il y a tout juste 20 ans à Monaco, laisse son casque de côté pour prendre le rôle de team manager. Cette journée d'essai permet à toute l'équipe d'engranger les informations pour la saison à venir. Pas dans les rapides. Dans les rapides, pour moi, il n'y a pas de dégradation, mais dans l'élan, on peut mettre moins de V d'entrée. Panis Barthès Compétition a fait confiance à un jeune pilote d'expérience, Paul Louchatin, 24 ans, déjà 2 départs aux 24 heures du Mans et un titre de champion d'Europe. J'ai un rôle important, mais vraiment plaisant. Et surtout, je pense que l'envie est vraiment présente, que ce soit dans l'équipe comme au niveau des pilotes. Donc je suis sûr qu'on peut faire de beaux résultats cette année. Fabien Barthès est à l'écoute de cette jeunesse et transmet son expérience afin de faire progresser l'équipe. Mais le ballon rond n'est jamais très loin avec l'ancien gardien de l'équipe de France de football. Après une première participation sur le double tour d'horloge Charton en 2014, il se prépare pour cette nouvelle expérience. Bon, ça, à chaque tour, c'est une découverte, de bonnes sensations. Que ce soit Paul, que ce soit Tim, donc on est rentré dans le rythme. Bon, suite à un petit problème technique, on a dû arrêter la session, mais déjà voilà, beaucoup de plaisir avant tout. D'autres journées d'essai sont déjà programmées. A noter que les prochaines 24 heures du Mans auront lieu le week-end du 18 et 19 juin prochain.
C'est la fin de ce journal, mais tout de suite on accueille notre invité. Il anime la matinale sur France Inter. Vous le retrouvez également dans l'émission C'est à vous sur France 5. Bonjour Patrick Cohen. Bonjour. Bonjour. Alors, pour qu'on comprenne un peu plus quel journaliste vous êtes, Areski Amarouche et William Regaya se sont levés aux aurores pour vous rendre visite à Radio France. Je vous propose tout de suite de regarder un court reportage, un portrait sur vous qu'ils ont dressé. 7 h, on s'active à la maison de la radio et c'est notre invité du jour, Patrick Cohen, qui prend les rênes des studios. Et oui, la matinale d'Inter qu'il anime reste la plus écoutée par les Français qui se réveillent. 2 millions d'auditeurs branchés à 8 h, la radio, il la connaît. Hervé nous appelle de Paris. Bonjour Hervé. Bonjour. Il est donc connu pour sa voix de velours. On l'entend d'abord sur les ondes de RTL pendant 13 ans et on finit par voir sa belle gueule en 2011 sur le plateau de C'est à vous. On l'encense pour sa liberté de penser et pour son exigence au travail, mais son caractère et ses réactions bien trempées lui ont aussi valu des ennemis. C'est pas tous les mêmes, hein. Bon, par exemple, aller discuter avec Akili, c'est quand même d'un niveau plus élevé que d'aller discuter avec Cohen. C'est moins la propagande. Il est aussi souvent décrié pour ses indignations occasionnelles, comme là. Est-ce qu'on va entendre le bruit des ciseaux qui mordent dans le plastique? Voilà, une carte de presse coupée en deux et qui part à la poubelle, c'est une bonne chose de fait. Ou encore là. L'agenda de l'islamophobie. C'est un fait. Vous pouvez le contester, mais c'est un fait. J'apprécie que vous me regardiez pour la première fois depuis le début de cette interview de Vie pleine. Et j'apprécie, c'est pour ça que je me suis levé. Ça me permet de vous voir dans les yeux. Mais nous nous voyons très bien dans les yeux. Singulier, il assume son style incisif et débridé. Vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Enfin bref, maintenant vous savez qui est Patrick Cohen et... Quant à moi, j'espère que maintenant que vous me connaissez, ça ira mieux pour moi. Tu piges ? On vient de le voir là, vous avez déjà une certaine confiance en vous, déjà très jeune. Non, c'était un exercice d'école et c'était une auto-parodie d'un portrait d'école. Alors, on est vraiment sur quelque chose de complètement joué. C'était un jeu. Oui, c'était même pas un exercice journalistique, c'était un jeu filmé en vidéo, voilà, la vidéo de l'époque. Un petit mot sur votre parcours maintenant. Avant d'arriver sur RTL, vous êtes passé par RFO Guyane, France Info, encore Europe 1. Est-ce qu'à vos débuts, vous vous attendiez à arriver aux commandes de la matinale de France Inter? C'était un rêve pour vous, France Inter? Non, j'ai jamais eu de plan de carrière. Et si j'avais eu un plan de carrière, je pense que j'aurais fait les choses différemment. C'est-à-dire que j'ai eu des occasions plus tôt, plus jeune, d'être plus exposé. On m'a proposé de faire, déjà à l'époque où j'étais à RTL, de faire des émissions de télé, des choses comme ça, etc. que je refusais. Moi, j'avais envie de continuer à creuser mon sillon, à essayer de différents exercices, je n'étais pas en recherche de notoriété, pas du tout, Donc la radio, ça m'allait très bien. En un temps où la radio n'était pas filmée, où les voix de la radio n'avaient pas de visage connu. Les choses se sont produites comme ça, mais j'avais pas de plan de carrière. Vous avez parlé de la voix de la radio, justement. Aujourd'hui, vous êtes un peu la voix du 7-9, la matinale de France Inter. Vous avez des concurrents directs en radio, Jean-Pierre Elkabbach, pour citer que lui, ou Jean-Jacques Bourdin. Comment on se différencie de ces intervieweurs et surtout, est-ce qu'il y a un style, Patrick Cohen, pardon? Je pense d'abord que l'une des bases de ce que je fais, de ce qu'on a réussi, pardon de le dire comme ça, à France Inter, parce que il se trouve que la matinale est leader et devrait continuer à le rester, j'espère. Ce qu'on a réussi à construire, c'est d'abord une équipe, un ton, un style, une équipe de présentateurs, de chroniqueurs, un enchaînement, une grille qui plaît au public et à qui on veut rester fidèle. Donc c'est d'abord ça. On vous connaît pour les interviews politiques, l'actualité en général. Et encore une fois, pas seulement. On a 2 ou 3 politiques par semaine. Le cinéma, etc. Mais est-ce que justement vous n'avez pas envie, tout simplement d'autres envies? Je pense à Claire Chazal, votre nouvelle collègue sur France 5, qui a désormais une case culture et exclusivement culture avec son émission. Vous, Patrick Cohen, vous n'avez pas de nouvelles envies Mais non, mais moi j'ai une chance extraordinaire. Vraiment, jamais vous m'entendrez me plaindre de quoi que ce soit, ni de la maison qui m'emploie, ni de l'environnement, ni de mes heures de travail, etc. J'ai une chance incroyable. Je peux avoir une variété d'interlocuteurs qui a peu d'équivalents, qui a très peu d'équivalents.
peut-être, et encore, ils n'ont pas des invités tous les jours, peut-être des présentateurs du 20h qui sont très exposés, qui ont des acteurs, des grands artistes, des politiques dans des moments importants, etc. Mais j'ai vraiment une palette extrêmement large. Donc, qu'est-ce que non, je ne peux pas souhaiter. On l'a compris en tout cas, Patrick Cohen sera l'année prochaine encore sur France Inter. Ce sera une année présidentielle, donc c'est une année toujours importante et passionnante, même si on l'aborde à chaque fois de façon différente. Merci d'avoir répondu à nos questions, Patrick Merci Cohen. à vous. On peut évidemment vous retrouver dans le 7-9 sur France Inter et à partir de 19h sur France 5 dans C'est à vous. C'est maintenant la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur ioginews.com. Très bonne journée à tous.